Bienvenue dans le podcast Ayurveda par Nat et Lorraine. Notre objectif, c'est de partager avec vous, d'accueillir des personnes inspirantes pour aborder des sujets liés à la santé et au bien-être. Je m'appelle Nathalie, je suis praticienne en Ayurveda, j'accompagne des femmes spirituelles qui veulent prendre soin de leur corps, de leur cœur, de leur mental et du monde qui les entoure. Et je suis Lorraine, praticienne en Ayurveda, spécialisée en périnatalité. J'accompagne les femmes dans toutes les étapes de leur vie et de leur cycle. Vous pouvez retrouver nos épisodes sur notre site internet www.podcast-ayurveda.com ou sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée. Si vous avez envie de nous soutenir, laissez-nous un commentaire ou même 5 étoiles sur Apple Podcast. Quand on est hypersensible, on peut se sentir décalé, seul, incomprise, fatigué et avoir des difficultés dans certains moments de la vie courante. La gestion des émotions est compliquée. Elles peuvent être changeantes et entraîner des comportements qui ne sont pas compris par l'entourage. Pourtant, l'hypersensibilité n'est pas une maladie. On peut apprendre à apprivoiser sa sensibilité pour qu'elle devienne un atout et une force. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Marie-Ève Musard, praticienne en Ayurveda, elle-même hypersensible et heureuse. Bonne écoute. Bonjour Marie-Ève, bienvenue. Bonjour Marie-Ève. Bonjour, Nat et Lorraine. On est ravis de te recevoir et c'est pas la première fois que tu viens sur le podcast. On t'avait déjà reçu, c'était dans l'épisode 51 où on avait parlé du lien entre Ayurveda et travail social. Et pour te présenter un petit peu rapidement, tu pourras compléter ma présentation. Tu es éducatrice spécialisée et praticienne en Ayurveda. Tu as créé Pivoine pour accompagner les personnes vers la santé naturelle et la connexion à soi et aux autres. Tu es toi-même, comme disait Lorraine, une personne hypersensible. Tu as beaucoup travaillé aussi avec des personnes dites neuroatypiques depuis plusieurs années et tu as développé un accompagnement spécifique justement pour ces personnes-là dont tu vas nous parler aujourd'hui. Est-ce que ce que j'ai dit est correct ou tu vas ajouter autre chose? Non, c'est super, merci beaucoup. C'est vrai que c'est, le neuroatypique et les personnes hypersensibles, c'est un petit peu, mon comment on dit? Ma touche personnelle, en fait. Ben oui, étant toi-même concernée, forcément, c'est beaucoup plus facile de comprendre ce qui se passe. Alors, on te reçoit pour parler d'hypersensibilité aujourd'hui et peut-être que tu peux, commencer par définir ce qu'est, l'hypersensibilité? Oui, alors, l'hypersensibilité est de plus en plus étudiée au niveau des neurosciences. J'ai fait pas mal de recherches, j'ai lu des ouvrages et il y a quelques années, j'avais fait aussi un accompagnement avec une, psychologue qui était spécialisée dans l'accompagnement des hypersensibles. En fait, déjà, il faut savoir que ça touche environ 20 de la population mondiale et on retrouve, ce pourcentage-là aussi chez les animaux. J'ai appris ça, récemment. OK. Donc il y a aussi des animaux hypersensibles. Donc c'est vrai que 20 c'est quand même un chiffre qui est assez, élevé, je trouve. Ça fait 1/5 de la population et en fait, il y a plusieurs particularités. L'hypersensible, il a déjà un cerveau qui hyper fonctionne. Donc ça veut dire que, les connexions, neuronales vont plus vite que dans un cerveau classique. Il y a une rapidité et une finesse au niveau, du traitement de l'information. Donc déjà c'est quelque chose, voilà, qui est assez significatif et qui va nous permettre de comprendre ensuite, pourquoi on a, certains symptômes ou certaines difficultés dans la vie quotidienne. Après, il peut y avoir aussi, un parallèle entre les, personnes hypersensibles et les personnes à haut potentiel intellectuel, qu'on appelle HPI. C'est pas systématique, mais il y a quand même, une grande partie des personnes qui peuvent être, à la fois haut potentiel intellectuel et hypersensibles. Est-ce qu'il y a des signes pour reconnaître, pour détecter l'hypersensibilité chez une personne? Et si oui, quels sont-ils?
Alors il y a plusieurs choses. Bah, déjà, il va y avoir, des tests aujourd'hui qui existent, bon, qui sont souvent disponibles, dans des livres qui traitent de l'hypersensibilité. Moi, j'ai créé un test qui s'inspire de ça sur mon site internet. Quand vous allez dans la partie neuroatypique, vous pouvez y accéder et sinon, bah, malheureusement, en fait, les signaux vont plus être des signaux de difficulté du type, comme tu disais un peu en introduction, grande fatigabilité, irritabilité et notamment dans certains contextes. Il peut y avoir, tout un tas de troubles liés, à la digestion, au sommeil, hem, voilà, tout ce qui va être, un petit peu, nerveux, anxieux et cetera et après les signaux qui sont plus, classiques et plus, «neutres» entre guillemets, ça va être, une grande sensibilité à différentes choses, donc une sensibilité qui peut être aussi bien au niveau des sons que des odeurs, une sensibilité peut-être, au niveau artistique, au niveau des lorsqu'on regarde un film alors ça c'est rigolo parce que moi je c'est une anecdote comme ça où quand je regarde un film, j'ai vraiment l'impression de plonger dans l'univers, du film et selon justement, bah, du coup l'orientation du film qui soit, plutôt un film, beau, poétique, positif, bah, ça va me mettre dans cet état de joie et cetera et si c'est un film, bah, qui fait peur ou un film un petit peu, on va dire, triste ou autre et ben je vais être dans le même état et moi je pensais que c'était normal avant en fait et je me suis rendu compte que je suis pas la seule à ressentir ça, mais en tout cas dans mon entourage proche, j'étais une des seules et voilà, c'est une petite, anecdote qui fait que, il peut y avoir comme ça des sensibilités et puis du coup des réactions qui sont un petit peu hors normes par rapport aux autres. Ce sentiment aussi de se sentir hors norme ou de se sentir, extraterrestre, c'est aussi quelque chose qui revient assez souvent, quand on est hypersensible. On va mettre, le lien pour, le test qui est sur ton site internet, on va le mettre dans les notes de l'épisode, comme ça les personnes qui se reconnaissent pourront aller, utiliser le test. Hem et quand on est hypersensible et qu'on a ce genre de «symptômes» entre guillemets dont tu parlais, à l'instant, est-ce qu'il y a des facteurs qui vont venir aggraver ça dans notre environnement? Oui, tout à fait. Alors la 1re des choses, ça va être, les changements. Tous les changements qui interviennent dans notre vie, que ce soit, changement de travail, changement de lieu d'habitation, changement de contexte familial. Ça peut entraîner en fait une exacerbation des «symptômes» entre guillemets, même si j'aime pas le terme, mais ouais, une exacerbation des réactions, on va dire. Parce qu'en fait, on a déjà, une accumulation de choses qui sont à gérer par notre cerveau et les changements viennent en fait, tu vois, rajouter une couche sur, ce qu'il y a déjà à gérer. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on en parlera tout à l'heure, mais les pratiques de l'Ayurveda de routine sont au contraire aidantes, puisqu'il y a une sorte de régularité qui se met en place, en fait. Après les autres facteurs aggravants, bah, ça va être un contexte de vie, en fait, c'est-à-dire, le fait de pas avoir de temps pour soi, de vivre dans un rythme, soutenu, voire effréné, comme c'est parfois malheureusement le cas, pour certaines personnes et le fait aussi de beaucoup travailler, de beaucoup, faire, peut-être de beaucoup se fatiguer en fait, va entraîner pareil, l'accentuation des réactions et éventuellement de la fatigue, et cetera. Et je pense qu'après tous les événements qui sont très difficiles, tous les traumas, bon déjà qui sont difficiles pour une personne, neurotypique, vont accentuer aussi pour les personnes du coup hypersensibles, les potentielles réactions un petit peu excessives. Est-ce que l'entourage aussi a un impact, sur, les réactions qu'on peut avoir? Si par exemple on est entouré beaucoup de personnes qui sont aussi hypersensibles ou si au contraire on est entouré de personnes qui sont à l'opposé, est-ce que ça a un impact aussi? Ouais, oui, je pense effectivement, alors des hypersensibles ensemble, ça peut avoir des avantages parce que du coup, peut-être qu'il y aura une compréhension, par exemple du besoin de solitude ou du besoin de calme.
Mais par contre, si, du coup, les 2 personnes hypersensibles ont des émotions exacerbées, ça peut parfois être un petit peu, du coup, comment trouver le terme? Compliqué. Après, une personne qui sera à l'opposé, qui va être une personne peut-être, très dynamique. Je dis pas que les hypersensibles sont pas dynamiques, hein. Non, on va dire, une personne, très, qui aime tout ce qui est, intense, du type aimer la musique fort, aimer, les mettre, voilà, des films d'action tout le temps, être toujours dans l'agitation et cetera. Je pense que ça, ça doit être très compliqué. Moi, j'ai jamais vécu vraiment ça, parce que, les personnes avec qui j'ai vécu, sont pas dans ces extrêmes-là. J'ai réussi à choisir, parfois inconsciemment les bonnes personnes, mais je pense que ça doit être compliqué en termes de, ben, tu vois, du coup, d'ambiance de vie et de saturation d'informations, quoi. Parce que du coup, comme tu le disais tout à l'heure, donc l'hypersensibilité, c'est corrélé systématiquement avec un développement, enfin avec des 5 sens qui sont plus développés, et donc peut-être l'ouïe qui est plus fine, et du coup des sensibilités par rapport à tout ce qui nous vient de nos 5 sens. Alors je sais pas, je crois pas que scientifiquement les 5 sens soient forcément systématiquement hypersensibles. Par contre, ce qui est sûr, c'est que souvent on va avoir une sensibilité plus qu'une autre. Par exemple, il y a des personnes qui sont plus sensibles justement au bruit, d'autres aux odeurs. Alors moi, pour ma part, c'est plus au niveau, des interactions avec les personnes. Parce que tu peux avoir aussi ce qu'on appelle de l'hyperempathie, par exemple. Et moi, je sais que ça, c'est quelque chose qui est très, très, marqué chez moi, plus que, tu vois, la sensibilité au niveau, auditif ou visuel, par exemple. Ok, ça va se manifester différemment en fonction Oui. des personnes. Et comment aujourd'hui on s'est accompagné en fait cette spécificité? Quand on se rend compte qu'on est hypersensible et qu'on a des troubles par rapport à ça, on va voir qui? On va voir quel type de personne, de corps professionnel? Bah, du coup, je vais vous raconter un peu mon parcours comme ça, voilà, ça pourra peut-être, donner de l'inspiration. Moi, j'ai commencé par voir, un psy qui était spécialisé en TCC, donc les thérapies comportementales et cognitives. Parce qu'à l'époque, c'était avant que je rencontre l'Ayurveda. J'étais en burn-out et j'avais l'impression de devenir, quasiment folle, en fait. C'était devenu, vraiment très compliqué pour moi. J'avais des sauts d'humeur, je pouvais avoir dans la même journée, beaucoup de joie, beaucoup d'entrain et cetera, et puis, avoir l'impression que 2 heures après, je tombais au fond du trou. Enfin, j'avais vraiment l'impression, voilà, d'avoir, quelque chose de psy, en fait, qui se passait. Je me disais: «Mais c'est pas possible». Il y a des antécédents dans ma famille. Je me suis dit: «Ben, je vais aller consulter parce que peut-être qu'il se passe quelque chose». Et en fait, au fil des séances, bah, mon psy m'a dit que, bah, j'avais pas du tout de troubles, psychiatriques, mais en fait que j'avais, alors à l'époque, il m'a pas donné le terme hypersensible, mais il m'a dit qu'en fait, en gros, il fallait que j'explore mon environnement parce qu'il y avait certainement des choses qui ne corrélaient pas avec mes besoins, et qui m'encourageaient en fait à explorer quels étaient mes besoins pour comprendre pourquoi, est-ce que je réagissais comme ça? Que c'était pas uniquement, voilà, dû à «moi» entre guillemets, parce que je culpabilisais en fait. Je me disais: «Mais, enfin vraiment, c'est n'importe quoi, pourquoi je réagis comme ça?» et cetera. Et il m'a beaucoup aidée grâce à la méditation. Donc il m'a initiée à la méditation, et il m'a aussi, transmis des techniques de, type un peu analyse du comportement. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais, une grille en fait où je notais des événements qui avaient donné, quelque chose de compliqué pour moi, et je devais essayer de me rappeler de ce qui s'était passé avant, de comment je réagissais sur l'instant. Est-ce que j'avais des signaux physiques, des émotions particulières et cetera, et de comment ça se passait après pour comprendre en fait tout le processus, qui se passait, lors d'une difficulté en fait. Et ça m'a déjà aussi permis, tu vois, d'ouvrir les yeux sur, bah, justement l'impact de mon environnement sur moi, et que dans certains contextes, et ben, en fait, j'avais des réactions comme ça, mais
heu, voilà, je l'ai relié à des choses concrètes, en fait, peut-être, de type, fatigue ou des types de situations où j'avais des difficultés. Ensuite, bah, j'ai continué mon chemin dans la médecine naturelle et j'ai commencé à me former en ayurveda et c'était au début de ma formation. En parallèle, je suis tombée, je sais plus comment, sur, le site d'une personne qui accompagne les hypersensibles, donc qui est, naturopathe. Elle a une formation de psychologue aussi et qui proposait un cursus pour les hypersensibles en groupe pour, en fait, apprendre à comprendre comment on fonctionne et tout ce qu'on peut mettre en place, en fait, pour aller mieux. Donc ça m'a beaucoup aidée. Ça m'a aidée surtout à comprendre, en fait, comment ça fonctionnait, et comment ça se traduisait chez moi. Et ensuite, ben, tous les outils de l'ayurveda et de développement personnel que j'ai pu explorer ensuite, ben, m'ont beaucoup, beaucoup aidée, à installer quelque chose de durable dans le temps pour, ouais, vraiment pour me sentir plus en phase avec moi et puis comprendre aussi que ça pouvait être un atout, dans ma vie professionnelle et dans ma vie personnelle, cette sensibilité-là et notamment l'hyperempathie dont je vous parlais tout à l'heure, en fait. Mmh mh. Oui, parce que comme on disait, dans l'intro, l'hypersensibilité n'est pas une maladie et ça peut être Mmh. même un atout et une force et justement, quelles sont les solutions qu'on peut mettre en place? On va commencer à parler de ça, des solutions qu'on peut mettre en place pour, bah, vivre heureux avec son hypersensibilité et en faire une force. Est-ce que déjà dans le mode de vie, il y a des choses qu'on peut mettre en place pour ça? Oui, donc alors pour faire le pont avec ce que je disais tout à l'heure par rapport au fonctionnement du cerveau, donc on imagine que le cerveau, il a des millions d'informations à traiter. Chez les hypersensibles, il en a encore plus et elles vont très, très vite. Donc il y a une sorte d'hyperfonctionnement. Du coup, si on imagine ça, on peut s'imaginer que l'inverse, c'est-à-dire le fait d'avoir des moments, où il y a très peu de stimulation, au niveau du cerveau, donc des moments peut-être soit de méditation, soit des moments, de solitude ou des moments de calme dans la nature. Ça va venir faire créer une balance en fait, qui permet au cerveau, bah, de se reposer et de se régénérer, pour pouvoir, bah, ensuite, reprendre, son activité, «ordinaire» entre guillemets, quoi. Donc il y a oui, déjà, je pense enfin vraiment moi j'ai ressenti l'impact du fait de la solitude, sur moi et puis de mes rituels du matin, en fait, ces rituels ayurvédiques, qu'on peut faire, le matin, c'est vraiment moi, aujourd'hui, je peux plus vivre sans, c'est devenu quelque chose d'indispensable, en fait. La routine, elle permet l'ancrage et elle permet de canaliser un peu toutes les informations qu'on reçoit et de calmer un petit peu le cerveau qui est en hyperfonctionnement, comme tu le dis. Oui. Au ni Et tu as mis d'autres choses en place, toi, au niveau de l'alimentation ou des soins, d'autres choses qui font du bien? Oui, alors, aussi par rapport à la routine, moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé à revenir dans le corps parce que, j'étais quelqu'un qui était, beaucoup, beaucoup dans la tête. Comme le cerveau hyper fonctionne et que, on a aussi, le côté positif d'avoir beaucoup d'idées, beaucoup de créativité et cetera. Mais c'est quand même fatigant. Donc, en fait, le fait de pouvoir revenir dans le corps régulièrement, ça s'apprend. Moi, je sais que les personnes que j'accompagne, elles me disent: «Oui, mais moi, je sais pas comment on fait, j'y arrive pas». En fait, ben, je leur dis: «Oui, je sais, c'est dur, mais vous allez voir, c'est un apprentissage. C'est comme quand on apprend à faire du vélo. En fait, il faut vraiment s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner et avec le temps et la pratique, ça devient, vraiment de plus en plus, naturel et puis surtout, en fait, on ressent aussi, les bienfaits de ce que ça nous apporte, donc ça nous pousse aussi à continuer. Donc tu vois, la routine, de se rincer la bouche, de se faire des automassages, la respiration, tout ça, ça permet de revenir dans le corps petit à petit. Même si au début, on arrive à le faire que, 30 secondes ou 1 minute, c'est pas grave.
Vraiment y aller par étapes, peut-être que pendant un mois, ce sera qu'1 minute et puis que le mois d'après, ce sera 2 minutes et voilà et c'est super comme ça, quoi. Ensuite au niveau, des massages, ça m'a beaucoup aidée. Hem, En formation, donc on reçoit les massages et on les donne et les 2 sont vraiment, je trouve, ont beaucoup de bienfaits parce qu'à la fois quand on reçoit un massage, du coup, ça nous permet effectivement de nous connecter à notre corps. Ça permet bien sûr de soulager des tensions parce que, voilà, en général, quand on a ce type de particularité, on peut avoir des tensions peut-être un peu plus que la moyenne des personnes, et puis des émotions et elles peuvent rester bloquées dans le corps, voilà, créer des nœuds et cetera donc les massages sont vraiment très, très efficaces, pour ça et le fait de donner un massage, en fait, ça permet de se centrer, d'être vraiment dans l'instant présent, et aussi d'avoir une connexion à l'autre, je trouve, qui est, dans le but de lui apporter quelque chose. Par rapport, tu vois, à l'hyper-empathie, c'est vrai que, souvent, ce qu'on peut retrouver chez les hypersensibles, ça va être, une envie de faire du bien, une envie d'accompagner. On peut retrouver beaucoup dans les milieux, justement médico-sociaux ou santé naturelle et cetera et du coup, c'est vrai que cette connexion par le massage, elle est aussi intéressante pour nourrir ce besoin de, de répondre à des demandes, liées à l'empathie ou en tout cas de rapprochement avec l'être humain, de connexion avec, des choses positives, en fait. Donc voilà, ça c'est pour la partie massage et après tu as toute la partie alimentaire aussi, bien sûr, parce que, moi j'en étais arrivée à avoir des troubles digestifs, vraiment très, très importants. J'avais, pour ceux qui connaissent l'Ayurveda, beaucoup de symptômes de Vata, hein. J'avais des ballonnements, j'avais le ventre qui gonflait, j'avais des problèmes au niveau, pour aller aux toilettes. Enfin, j'avais vraiment, vraiment plein, plein, plein de symptômes et du coup, par conséquence, de la fatigue, des problèmes d'assimilation de vitamines, de minéraux, enfin, voilà, la totale, quoi. Le tableau total, les réjouissances, complètes. Exactement et pendant des années, je pense que ça a commencé quand j'étais ado, en fait. Je m'en étais pas rendu compte et c'est en étudiant l'Ayurveda que je me suis rendu compte que ça datait de mon adolescence, donc ça faisait un paquet d'années et donc grâce à l'Ayurveda et aussi, en parallèle à la micronutrition, je me suis fait accompagner par une docteure en médecine qui s'était spécialisée en micronutrition. Toutes les 2, on a réussi, à me faire, grandement, avancer sur ce chemin et vraiment améliorer mon état de santé, ma digestion, de façon très importante. Ça a duré le suivi, il a duré, facilement 2 ans, hein et l'Ayurveda, je le pratique depuis 5 ans donc c'est pas quelque chose qui est, vous devez le savoir toutes les 2 qu'on fait en rapidité, c'est du travail, sur du long terme, quoi. Oui, d'autant que plus la situation est installée depuis longtemps, toi tu dis que c'était depuis ton adolescence que tu avais des troubles, des déséquilibres de type Vata. Donc, plus la situation est installée depuis longtemps et plus forcément ça prend du temps, à venir se rétablir. Mais il faut être patiente et effectivement, il vaut mieux, démarrer un suivi, démarrer un accompagnement maintenant, si pour les personnes qui nous écoutent là, qui se disent: «Oh là là, ça fait des années que j'ai ça et que ça traîne», plutôt que de continuer à laisser traîner en fait, même si ça va prendre du temps. Bien sûr. Et puis j'avais donc, du coup, c'était développé, ça c'est pour l'anecdote, on va dire, peut-être que ça intéressera d'autres personnes, mais c'était développé en fait un gros déséquilibre du microbiote et une candidose en fait. Donc, ça c'est vrai que ça peut être aussi voilà, des choses qu'on retrouve quand on a de l'hypersensibilité, même si c'est pas forcément le cas, mais voilà, ça peut être intéressant de le savoir, quoi. Et donc en alimentation, ce qui m'a, beaucoup plu et aidé, c'était, alors moi je suis quelqu'un de très gourmand. Donc les personnes qui me disent: «Oui, alors, quand on a une candidose, il faut plus manger de sucre pendant 1 an, plus manger de féculents», alors moi c'était juste pas possible en fait, parce que je n'y arrivais pas. J'étais tellement, frustrée et triste que je pense que ça aurait, pas forcément aidé non plus dans la maladie.
et c'est là où l'Ayurveda est génial, c'est que du coup, en utilisant des épices et certaines plantes, on va pouvoir, justement rééquilibrer en ayant moins de restrictions alimentaires que quand on les utilise pas, je pense. En tout cas, moi, ça a été mon parcours et ça m'a aidé à tenir dans le temps aussi parce que tenir, des mois ou des années sans manger, de sucre ou de féculents, c'est quand même super dur. Quand je parle de sucre, je parle même de fruits, hein, c'est pas forcément des sucres, mais il y a même des personnes qui vous disent quand on a ce type de symptômes: «Faut plus manger de fruits du tout et tout». Enfin, moi, c'était pas possible, quoi. Du coup, avec toute cette expérience-là, tout ce que tu as appris, tout ce que tu as expérimenté sur toi, aujourd'hui, tu accompagnes des personnes hypersensibles, grâce à, tes connaissances et l'Ayurveda? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que tu proposes? En fait, je me suis rendu compte, que, j'avais beaucoup de personnes sans forcément, les attirer, volontairement, qui venaient me voir, qui étaient hypersensibles. Donc je pense que, le fait de ma façon de communiquer peut-être, ce qui est sur, alors à l'époque sur mon site internet quand j'ai commencé, il y avait pas la partie neuroatypique. Je l'ai intégré quand je me suis rendu compte que c'était évident pour moi d'accompagner des personnes neuroatypiques parce que j'étais vraiment liée à elles parce que je suis hypersensible et aussi parce que dans ma famille, j'ai, des personnes qui sont neuroatypiques. Donc j'ai une facilité de compréhension de ces personnes sans que je puisse forcément, l'expliquer toujours, hein, des fois c'est très instinctif, intuitif et je pense que là, l'hyper-empathie fait un peu son job du coup et aide, à comprendre, des choses qui sont pas forcément dites, verbalement quoi et alors du coup, c'est vrai que, moi par rapport à mes accompagnements alors j'ai pas encore créé on va dire de formules spécifiques hypersensibles. Des fois, c'est dans le coin de ma tête. Mais par contre, c'est vrai que mes services sont vraiment orientés vers ces personnes de par, en fait, la façon dont je travaille. En fait, je prends, mes séances durent assez longtemps. Je prends facilement, par exemple 2 heures pour, que ce soit un bilan ou un massage, par exemple. Le massage dure en lui-même peut durer à peu près 1 heure et quart, mais je prends un temps avant et après. Je crée toute une ambiance, un contexte où la personne peut vraiment se déposer, me parler de ses difficultés, en toute, voilà, en toute bienveillance et en toute, écoute et puis pendant mon soin aussi, j'essaye de me connecter à leurs besoins, à ce qu'elles ressentent. J'ai pas mal de personnes, ouais, qui sont en burn-out ou qui sont dans des états de fatigue très, très importants qui viennent me voir et je pense que par rapport au massage, il faut vraiment avoir, du coup, une écoute très fine des sensations du corps parce qu'il peut y avoir aussi des personnes qui ont mal quand on les touche. Heu, Moi, à une époque, quand j'étais vraiment très, très mal, je supportais plus qu'on me touche. Je pense que Vata était tellement exacerbé que même ma peau était devenue, hypersensible. Donc voilà, en fait, comme j'ai vécu tout ce parcours-là, c'est vrai que je pense que j'ai la capacité de pouvoir, accompagner, d'une façon, assez fine les personnes, à ce niveau-là et même aussi, tu vois, par rapport au ventre, par exemple, tous les symptômes, que j'ai décrits, donc que ce soit en accompagnement plus bilan ou en accompagnement plus, corporel, il faut vraiment avoir une approche spécifique pour pouvoir arriver à toucher le ventre de la personne sans qu'elle ait mal, à lui procurer voilà, des sensations qui soient agréables et qui l'aident, en fait, dans son chemin, vers une meilleure santé quoi et vers une reconstruction en fait. Mmh. C'est un beau message et justement d'ailleurs, tiens Marie-Ève, toi qui es une personne hypersensible et qui a réussi à équilibrer aussi aujourd'hui tout ça et à te sentir, bien avec ta nature, est-ce que tu peux décrire, comment est-ce qu'on se sent quand on est une personne hypersensible et qu'on a réussi à trouver, les quels sont aujourd'hui tes atouts et tes forces, grâce à ton hypersensibilité? Oui, c'est bien de décrire ça, ça donne un bel aperçu de ce qu'on peut être quand ça va pas trop. Alors, déjà, comme je disais, j'ai beaucoup d'hyper-empathie, c'est-à-dire que, j'ai la sensation, par moment de ressentir ce que les autres personnes ressentent, mais sans que ça devienne quelque chose qui me pose vraiment problème.
C'est-à-dire, je sais en fait, le fait d'avoir exploré mes besoins et d'être ancrée par mes pratiques me permet d'être proche des autres sans en être, tu vois, complètement affectée et limite parfois, hyper triste ou hyper mal. Voilà, j'ai cette capacité de me relier sans être dans un état qui est différent du mien. Je sais pas si c'est clair, mais c'est pas évident, mais on y arrive. Oui, je pense que tu veux dire qu'en fait, du coup, les émotions que tu vas percevoir chez les autres n'ont plus autant un impact qu'elles pouvaient avoir, auparavant. C'est ça, merci. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve absolument formidable, et d'ailleurs, récemment, je commence à me former aux pratiques narratives. C'est un accompagnement, via des métaphores et via des histoires de vie pour aider les personnes, en fait, à trouver, leur force et leur talent dans des histoires qui sont parfois difficiles. Et donc je suis en formation, je viens de démarrer et j'ai fait une session avec, on doit faire des entraînements, hein, entre nous et la personne m'a raconté une situation, très difficile et on était 3 et il y avait ma prof qui était là et et en fait, à la fin de l'accompagnement, j'ai eu en fait, un torrent de larmes de ma prof et de la personne, qui était, que j'ai accompagnée parce que bon, en torrent, j'exagère un peu, mais elles étaient hyper touchées et voilà, larmes à l'œil parce qu'elles étaient impressionnées par le fait que j'ai réussi à accompagner sa souffrance et à être vraiment dans la bienveillance et dans l'écoute et dans l'accompagnement, mais tout en gardant en fait le fil parce qu'on a un fil à tenir en fait, on a une conversation narrative à mener et en fait voilà, elles étaient super touchées par, la capacité que j'avais eue à la fois accompagner sa souffrance et à tenir le cadre et le fil de l'entretien, en fait. Donc voilà, ça, c'est un exemple, bon, qui est lié à l'hyper-empathie. Après, au niveau de moi-même, je dirais que je suis beaucoup plus joyeuse, en fait, qu'avant. J'ai l'impression de retrouver d'ailleurs la joie que j'avais quand j'étais petite. Quand je vois des photos, de quand j'étais petite où j'étais hyper joyeuse, tout ça, j'ai retrouvé ça. Et ce que j'aime beaucoup, c'est la capacité de rentrer en admiration devant des choses, qui sont très, très simples, en fait et qui néanmoins me procurent, vraiment une joie, j'ai l'impression d'être connectée, en fait, parfois à la nature, aux arbres, aux animaux, hem et j'ai vraiment, ouais, la sensation, du coup, de faire partie de l'univers. Quand on dit en Ayurveda, on est composé des 5 éléments, on fait partie de l'univers. Au départ, quand on m'en a parlé, c'était très mental comme conception et aujourd'hui, j'ai vraiment, voilà, cette sensation d'être interreliée, voilà, avec tous les éléments naturels et même parfois dans certains contextes, par exemple, je suis allée danser il y a quelque temps et j'avais l'impression, en fait, de ressentir la joie des autres personnes qui dansaient et c'était vraiment une sensation, extraordinaire, quoi et ça, c'est vraiment quelque chose de très puissant et que je ressentais pas, avant, en fait. En effet, c'est très puissant et ça doit être très agréable. Après, il y a peut-être aussi, l'aspect créatif qui s'est développé. Comme je disais, comme le cerveau, fonctionne plus vite et fonctionne, de façon un peu particulière, je développe cette créativité, que ce soit dans mon travail ou bien dans ma vie personnelle. Voilà, j'essaye de m'en servir, de la canaliser et d'utiliser pour créer des choses et puis prendre plaisir aussi tout simplement des fois sans qu'il y ait de résultats, hein, prendre plaisir à créer, retrouver, l'envie et l'élan de voilà, que ce soit de la peinture ou bien, du macramé ou enfin, peu importe en fait, tous les moyens pour s'exprimer sont bons, quoi. Ouais, ça fait vraiment partie des solutions, en fait, pour bien vivre avec son hypersensibilité, tout ce qui est, mettre en place, des ateliers créatifs ou faire du travail manuel ou même danser comme tu disais. En fait, ça fait partie, comme on disait tout à l'heure, des solutions, en fait, à part entière. Oui, 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 je pense que c'est vraiment important de se reconnecter à ça parce que du coup, on va vraiment puiser en nous là. Quand on fait ça, on va puiser en nous, on se reconnecte à nous-mêmes et c'est un besoin de l'hypersensible qui peut être, justement submergé par l'extérieur, par les autres. Du coup, plus on fait le chemin inverse d'aller vers l'intérieur,
on va consolider en fait notre intériorité, nos besoins, nos racines, notre notre sécurité intérieure aussi. Et du coup, on est en plus en capacité d'aller vers l'extérieur sans que ça nous affecte trop, parfois parce que ça peut être vraiment quelque chose de dur à vivre, quoi, c'est clair. Hem, OK. Bah, écoute, merci beaucoup Marie-Ève pour tout ça. On arrive, doucement à la fin de l'épisode et on a quelques questions rituelles pour toi. Mais comme tu es déjà venue sur le podcast, on va pas te poser les mêmes que la dernière fois. On a changé un petit peu. Ça va être la surprise. C'est la surprise. Donc déjà, est-ce que tu peux nous dire quel est le rituel pour toi le plus important qui te permet de vivre heureuse avec ton hypersensibilité? C'est difficile de choisir. Moi, je dirais que c'est ma méditation du matin, hein. C'est vraiment la chose qui est le plus puissant, je pense, parce que je me rends compte quand je le fais plus. Et puis du coup, je peux la décliner, en ce moment, c'est plus des visualisations, que je fais de choses positives, donc ouais. C'est ce moment où je suis seule le matin, où je suis pas encore tout à fait réveillée et je bois mon eau chaude et je prends ce temps-là, entre 15 et 30 minutes selon les jours, des fois un peu plus en vacances, mais voilà. Est-ce que tu aurais un conseil lecture à nous donner, un livre qui t'a aidé ou accompagné, que tu aimes particulièrement? Oui, donc moi, le livre qui m'a le plus aidée, je dirais que c'est le livre d'Hélène N. Aron, donc Hypersensible, mieux se comprendre pour mieux s'accepter, je crois. Et c'est un livre qui est très simple à lire et où elle décrit à la fois des situations, ce qui peut se passer, des choses de vie et à la fois, bien sûr, elle apporte des pistes pour aider dans ce cheminement, en fait. OK et ben, écoute, on mettra aussi, la référence dans les notes de l'épisode. Et notre dernière question, est-ce que tu aurais un message à faire passer à une personne hypersensible qui nous écoute en ce moment? Je pense que je dirais: «Ne reste pas seul». Hem, Suis ton instinct et ton intuition pour trouver, peut-être une personne qui t'accompagne, que ce soit en santé naturelle ou bien, une personne ressource dans ton entourage, ou peut-être une personne que tu admires, que tu pourrais contacter. Mais en tout cas, de se relier aux autres, à des personnes qui peuvent nous comprendre, hem, franchement, je pense que c'est une des choses les plus aidantes, pour avancer et avoir la force d'avancer, sur le chemin qui parfois peut être long, je le cache pas, quoi. Merci Marie-Ève pour ton témoignage et pour tous ces conseils et ce magnifique message. Merci à vous, d'avoir, accepté, de traiter ce sujet. Bah, écoute avec joie. On mettra bien entendu toutes tes coordonnées dans les notes de l'épisode. Est-ce que tu veux, juste, peut-être le dire à l'oral, ton site internet, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Donc vous pouvez me retrouver sur mon site internet, www.pivoine-mieux-vivre.fr, dont vous avez la partie, neuroatypique qui est intéressante, en plus du reste. Et sinon sur, ma page Facebook Pivoine Mieux Vivre et mon Instagram, Marie-Ève Musard, tout attaché. OK. Ah bah, écoute, merci beaucoup Marie-Ève pour cet épisode, aujourd'hui et puis on te souhaite, plein de belles choses et de développer, ta créativité, ton empathie et tout ça, du mieux que tu peux et pour toi et pour les autres. Oui, On merci t'embrasse beaucoup. Marie-Ève. À bientôt. Merci, à bientôt. À bientôt. Merci pour votre écoute. Si comme nous vous aimez cette idée de podcast sur l'Ayurveda, n'hésitez pas à nous encourager avec une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute de podcast et bien sûr en vous abonnant au podcast. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.podcast-ayurveda.com ou sur notre page Facebook
podcast Ayurveda par Nat et Lorraine. À très bientôt!